Aujourd'hui, je vais te parler du moniteur Fieldward LUT 6 ou en général d'un moniteur externe, ce que c'est, est-ce que ça sert et on va voir les caractéristiques du LUT 6. Est-ce que tu dois l'acheter? Un peu, ça fait, je crois que ça fait deux ans que je l'ai et du coup, je vais pouvoir te faire un petit retour là-dessus. Avantages, inconvénients pour qui il est et voilà, te donner un peu mon retour d'expérience là-dessus. Donc c'est parti. Primo, un moniteur externe, qu'est-ce que c'est? En fait, pour les caméras, généralement, on a ce petit écran-là sur lequel on a notre retour vidéo. Voilà, on voit la caméra, etc. C'est cool. Mais de temps en temps, en fait, l'écran, il est trop petit. Tu vois, il doit faire 6 cm et demi sur 4,5. C'est vraiment très peu quand on veut bien voir ce qu'on est en train de filmer. Donc on a pris l'habitude d'ajouter des plus gros écrans et c'est à ça que sert en fait le moniteur externe. Sa fonction principale, c'est d'avoir notre petit écran en beaucoup plus gros. Ça, c'est le besoin primaire de pourquoi on a commencé à faire des moniteurs externes. Il en existe de toute taille, ça on va dire que ce sont les basiques, les portables, mais tu as évidemment les trucs qui font ça, les quasiment écrans télé que tu peux retrouver notamment dans le cinéma ou dans les très grosses productions. Nous on va parler du petit moniteur externe. J'ai pas d'énorme télévision qui me sert de moniteur externe. Comment ça marche du coup? C'est simplement une liaison. Alors tu peux la retrouver ici. Moi j'en ai deux parce que derrière tu vois je suis connecté à l'ordinateur. Ça on va en reparler. Attends. Voilà, là tu peux le voir. On va en reparler tout à l'heure. Mais grosso modo, tu as une liaison en 4K avec un câble HDMI ici et ici sur la caméra. Ta caméra doit être dotée d'un port HDMI. Tu as deux types de ports HDMI. Tu as les ports HDMI mini ou macro. Alors je sais plus trop, moi c'est soit un mini soit un macro. Et sur le moniteur, tu as un port HDMI. Et du coup, ça envoie directement le signal vidéo sur le moniteur externe. Le mieux, c'est d'avoir sur ta caméra un vrai port HDMI, le vrai, le plus gros, parce que ce sont les plus solide. Tu vois là, si je commence un petit peu à bouger mon truc, ça peut à tout moment se déconnecter. C'est pas le truc le plus cool en fait, parce que il y a des moments où le câble il peut se casser, il peut casser le port micro HDMI. Tu peux avoir des déconnexions, donc tu peux avoir pas mal de problèmes par rapport à ça. Donc le mieux c'est d'avoir sur ta caméra un véritable port HDMI, mais ça, peu de caméras en sont équipées et ça coûte évidemment un peu plus cher à chaque fois. Et ensuite du coup les différents ports HDMI sur ce moniteur là. Tu as un HDMI in pour du coup avoir la caméra ici et un HDMI out qui te permet d'avoir derrière un autre écran. Derrière, ça peut toujours être intéressant. C'est un écran en 4K qui est ultra lumineux, d'après eux c'est écrit juste là, en fait je viens de le lire. Écran 4K ou HD, ça change pas grand chose finalement, c'est plus la taille de l'écran qui va pouvoir changer les choses et du coup sa luminosité. On va y revenir tout à l'heure dans ses points positifs. C'est un des gros points qui est présenté par Fieldward parce que du coup c'est un écran qui est extrêmement lumineux, donc ça peut être très utile, notamment dans les tournages en extérieur. Et je vais revenir sur le pourquoi avoir un moniteur externe lors de tes tournages. Ça te permet évidemment de voir beaucoup plus ce que tu es en train de filmer ou de photographier. Ça te permet aussi de pouvoir déporter du coup l'écran autre part, tu vois, si tu es en train de faire un top shot, tu vas peut-être pas pouvoir voir l'écran, alors que si tu déportes ça avec un moniteur externe, moi quand je fais par exemple mes unboxings d'énormes cartons en top shot, je suis obligé de déporter mon écran pour mieux voir et c'est hyper utile finalement. Ça permet aussi, tu vois, dans le moniteur, tu as énormément de petits paramètres. De toute façon, je vais te montrer ça au fur et à mesure de la vidéo avec des plans d'illustration. Ça te permet d'avoir énormément d'aides, que ce soit de l'aide au focus, que ce soit des luttes, que ce soit de l'exposition. Finalement, en fait, tu as tellement d'aides qui te permettent de mieux filmer. Tu peux aussi avoir, je sais pas, par exemple, tu as envie de filmer en 2.35, mais d'avoir tu filmes en 16/9 et tu vas voir l'aperçu en 2.35 direct, tu peux mettre directement deux bandes noires sur ton moniteur. Comme ça, tu as l'aperçu final de ce que tu veux réellement. Donc voilà, il y a plein de fonctionnalités sur ce moniteur-là dont on va parler dans la vidéo, mais ça te permet d'aller encore un peu plus loin dans tout tes processus de filmmaking. Donc c'est vraiment cool d'avoir un moniteur, mais le principal usage, c'est d'avoir un plus grand écran. Et ça, franchement, ça facilite la vie. Même pour YouTube, là, je crois que c'est la première vidéo que je fais depuis 1 ou 2 ans sans retour vidéo. J'ai le tout petit écran sur le Sony A6400 sur lequel je filme là, mais je vois quasiment rien. Donc je suis
je fais quasiment le tournage à l'aveugle. Alors que de base, j'ai le retour écran directement avec le moniteur. C'est hyper utile quand tu fais énormément de face cam. Et dernière petite chose, quand tu arrives avec un moniteur, auprès de ton client, ça fait direct un peu plus pro parce que tu as plus de matériel, parce que voilà, tu ressembles aux mecs qui font de la vidéo, du cinéma et tout. Et donc ça monte un petit peu ton degré de professionnalisme auprès de ton client. Après, ça fait pas de toi un vidéaste professionnel, mais en tout cas, m'as-tu vu, ça l'augmente un petit peu quand même. Alors, dans quel projet j'ai utilisé ce moniteur externe? Les premiers trucs que je pourrais te dire, c'est évidemment les vidéos YouTube. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le retour vidéo, c'est hyper intéressant, hyper important, et ça te permet de pas faire, par exemple, là, tu vois, je sais pas si là je sors du cadre, tu vois, ça je sais pas parce que je le vois pas. Alors que si j'avais le moniteur externe, je le verrais directement, et un moniteur externe en grand, du coup, ça me permet d'éloigner la caméra peut-être 1, 2, 3, 4 mètres et de toujours quand même voir ce que je suis en train de filmer. Donc ça peut être plutôt utile. Je m'en sers aussi pour pouvoir donner un autre écran, un autre point de vue à mon client. Quand je suis en plein tournage, je mets ma caméra à tel spot et mon client il est un peu plus loin, donc je prends un câble HDMI de 3-4 mètres et je peux lui installer son petit moniteur externe de son côté là, comme ça tout le monde peut voir ce qu'on est en train de travailler, ce qu'on est en train de filmer. Du coup c'est beaucoup plus intéressant pour notre client, pour du coup comment il peut vivre le tournage. Là il est directement plus impliqué dans le tournage parce que du coup lui aussi il voit ce que je suis en train de filmer et pas il est en train de regarder derrière mon épaule. Maintenant là il a son petit écran et il peut rester tranquille. Je l'utilise aussi pour faire des unboxings, pour déporter encore une fois l'écran, pour voir un peu mieux ce que je suis en train de filmer. Ce qui est intéressant, c'est aussi ça là, tu vois, hop, je peux l'incliner autant que je veux et ça c'est trop bien, c'est un petit accessoire dont je vais te parler juste après. Mais du coup par exemple je peux être tu vois à cette hauteur là et j'aurais pas à me casser la tête pour essayer de voir ce que voit mon écran, parce que du coup cet écran là il sera incliné et je peux un peu mieux voir en fait tout simplement ce que je suis en train de filmer. Donc tu as plein de petites façons de monter ça, de setup. Alors maintenant je vais te parler un peu plus des fonctionnalités du Feelworld LUT 6, de ce que tu peux retrouver à l'intérieur de ce moniteur externe, que ce soit en termes de fonctionnalités, d'outils. La première chose que tu peux retrouver, c'est simplement le focus assist. Si tu l'actives, en fait, ça va t'afficher alors des petits marqueurs. Moi, ils sont jaunes, mais tu peux tout simplement lui demander de les mettre en. Alors, on a quoi? On a rouge, on a vert, on a bleu, on a blanc, tu vois, moi je préfère le jaune parce que c'est ce qui ressort le plus. Mais du coup, j'ai ça sur ma caméra, mais du coup là, vu qu'il est en plus gros, je peux lui dire à combien, si je veux qu'il mette plus de petites particules, ou si je veux qu'il en mette moins. Mais tu vois, moi je suis généralement à 7. Ça me permet du coup de mieux voir ce qui est simplement net sur ma caméra, donc ça c'est trop cool. Deuxième chose, c'est du tactile. Je te l'ai pas dit, mais c'est complètement tactile en fait. Tu as le bouton pour activer ou non le tactile. Tu as une petite molette en haut à droite qui me permet de modifier un petit peu les boutons, mais moi je l'utilise jamais, c'est vraiment le tactile. On peut zoomer dans l'écran, ça c'est vraiment sympa, on peut zoomer pour voir un petit peu mieux où est-ce qu'on est en train de filmer, ou pour voir un petit peu les détails, voire même pour voir un petit peu si le focus se fait bien, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite on a tout ce qui est zébra. Tu sais, les zébras, c'est quand c'est trop blanc dans ton image, et il te l'affiche avec des zébras. Donc là je vais te filmer à l'écran, tu vois, un truc qui est complètement surexposé pour te montrer qu'il y a vraiment pas mal de zébras. Les zébras évidemment tu peux leur mettre plus ou moins de puissance, normalement il est réglé à 80%, hop je le désactive. On a le mode monochrome qui te permet d'avoir du noir et blanc. Alors est-ce que franchement je l'utilise? Moi j'utilise quasiment jamais ce genre d'outil là. Mais bon, tu peux quand même l'avoir, ça peut être quand même intéressant à voir. Tu peux avoir le monochrome gris, rouge, après tu as le vert, le bleu. Du coup tu vois un peu mieux les couleurs qu'il y a directement que tu es en train de filmer. Ensuite on a les fausses couleurs, ça sert pour l'exposition. Moi je m'en suis jamais servi personnellement, mais ça peut toujours marcher. Tu as alors il y a deux types de fausses couleurs qui te permettent de mieux exposer encore une fois ton image. Tu as les marqueurs, alors tu as la grille des tiers qui elle est tout le temps active, ça c'est hyper intéressant. Tu as les safety markers, tu peux avoir les 70%, c'est les trucs que tu peux voir par exemple sur Premiere Pro, c'est les trucs qui font un cadre dans ton cadre, qui te permettent par exemple de pas filmer des trucs qui sont trop hors du cadre ou proches du bord du cadre. Alors ça peut être plus ou moins utile à voir, généralement à 90% tu peux les afficher. Moi je les utilise pas. Tu peux avoir des safety markers par rapport au 16 neuvième, 16 dixième, 4 tiers, 5 quarts, 1,85, 2,35 ou le désactiver. On a le marqueur du centre, ça peut être toujours utile. Tu as la petite croix rouge pour savoir où est-ce que tu es en train de viser, quel est ton centre.
tu as les mêmes marqueurs mais en mat, c'est-à-dire que tu vois là, si je me mets en 2.35, je vais le mettre en 2.35, tu vois, en haut et en bas, ça va un peu griser la zone du coup pour que je me concentre uniquement sur ce que je suis en train de filmer dans le bon format, le 2.35. Donc ça c'est plutôt cool. Et tu peux lui dire évidemment que ce soit plus ou moins grisé ou complètement noirci. Moi généralement je le mets à 75%, comme ça je vois quand même ce qu'il y a en dehors de mon 2.35. Et pour finir, les marqueurs, tu peux les mettre en rouge, vert, bleu ou noir ou blanc. Voilà, donc tu peux vraiment te faire plaisir par rapport à ça. Moi, normalement, ils sont toujours en rouge, comme ça je peux bien les voir. Tu peux aussi avoir un mode anamorphique si tu montes un objectif anamorphique sur ta caméra. Ça peut toujours être utile. Moi, encore une fois, je n'ai jamais utilisé ça, mais ça peut toujours se faire, hein, ça peut toujours être intéressant. Un 25, un 33, un 50, 2 et 2 mag. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est, hein, je m'y connais pas du tout en anamorphique. Tu peux aussi avoir les modes miroir, donc inverser là en haut et en bas, hein, comme tu peux voir sur Premiere Pro. Il n'y a rien de très difficile. Tu peux inverser le miroir comme ça ou l'inverser en hauteur. Pourquoi pas. Alors tu peux même geler l'écran. Alors je sais pas si tu te souviens quand tu étais au lycée et que les professeurs ils gelaient le projecteur. Bon bah tu peux très bien le faire, hein, tu vois là c'est complètement gelé. Alors est-ce que c'est utile, encore une fois, j'en sais rien, mais en tout cas tu peux le faire. Ensuite on a tout ce qui est les trucs d'exposition. Ça te permet les courbes RGB, ça c'est trop cool. C'est comme l'exposition que tu peux avoir dans Couleur Lumétrie, le moniteur Lumétrie sur Premiere Pro, avec les UV ou autre comme ça. Enfin bref, je suis en train de te montrer ça à l'écran. Ça te permet du coup de savoir comment est bien exposée ton image, si elle est bien exposée par rapport au rouge, au vert, au bleu ou simplement au blanc. Donc ça peut être vraiment cool. Tu as les vecteurs scope, l'histogramme RGB, un peu c'est ce que tu vas retrouver dans toutes les all waves, ce qu'ils appellent ça. Tu peux avoir l'histogramme, tu peux avoir aussi l'audio pour du coup savoir si tu captes plus ou moins d'audio. Donc ça peut toujours être cool, comme ça déporte un peu tous les paramètres qu'il y a de ton boîtier à directement l'écran, et tu peux du coup en afficher plus, avoir plus d'informations directement. Ça c'est vraiment top. Et pour finir, on a tout ce qui est les luttes. En fait, il y a une petite carte SD ici que tu peux insérer, et en gros, tu peux balancer plusieurs dizaines de luttes. Alors, j'ai plus le chiffre exact, mais du coup, tu peux avoir une lutte qui te permet de passer du log 3 en Rec 709, du coup, pour retrouver un petit peu les couleurs. Comme ça, tu filmes directement en S-Log 3, tout est grisé, mais du coup, toi, tu retrouves directement les couleurs sur ta caméra pour encore une fois voir si tout est bien exposé, pour directement avoir un meilleur aperçu plutôt que des images complètement grisées. Si par exemple, tu te retrouves face à un client qui te dit mais pourquoi l'image est toute grisée, tu vas pas, ça va être un petit peu long de lui expliquer, oui c'est parce que c'est du S-Log 3, c'est des profils de couleurs, machin truc chouette. Tu vas lui dire hey, regarde maintenant, hop, c'est comme ça que ça va être plus tard, et ça va être même mieux, donc t'as pas à trop te prendre la tête là-dessus. Tu peux gérer la couleur de température, tu peux gérer le contraste, la saturation, tu peux gérer aussi le fait que ce soit pas pixelisé, mais du coup on appelle ça sharpness. Je sais plus trop ce que ça veut dire, mais qu'on voit bien les détails. Et aussi tu peux gérer la lumière de ce petit boîtier là, tu vois, comme ça. C'est complètement tactile. Moi le mien il est en anglais, je l'ai mis en anglais parce que je comprends mieux que le français. Des fois il y a des mots qui sont un petit peu mal traduits, c'est un petit peu bizarre, donc voilà, je le mets en anglais et c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Du coup on va commencer par les points positifs de ce moniteur externe là. Premier point positif, évidemment, c'est d'avoir un plus gros écran. C'est le point positif de tous les moniteurs. Après, tu vois, celui-là, c'est un 6 pouces. Il peut y en avoir des plus petits, des plus grands. Moi, j'ai choisi celui-ci parce que, bon, le rapport grandeur-prix était vraiment pas mal. Donc, je suis plutôt satisfait de mon achat là. C'est un moniteur tactile. Donc, ça, c'est plutôt cool. Tu vois, le bouton qui est ici, je ne l'ai jamais utilisé. J'utilise tout le temps le tactile. On a les luttes, même si je m'en sers pas énormément. Ça peut être vraiment quelque chose de très utile pour ceux qui aiment utiliser des luttes toute la journée pour les tournages en S-Log 3, etc. Ça peut toujours être utile. Ça, c'est un de ces avantages-là, et on peut en avoir vraiment, je crois, 40, 50 ou même 60, un truc comme ça. Tu vas jamais remplir ton moniteur avec autant de luttes, mais au moins une ou deux, tu vois, c'est toujours pratique à avoir. Il y en a même des intégrés, alors je vais regarder ça tout de suite. Est-ce qu'il y a des luttes qui sont intégrées? Alors les luttes, c'est ici. Lutte switch, oui, voilà, tu as des luttes qui t'amènent directement du S-Log 3, S-Log 2
log G, Vlog. Tu as de la HDR aussi, ça peut être hyper intéressant. Il a tous les paramètres des préconfigurations Sony, Canon, Panasonic, Fujifilm, Bolex, Red et Arri. Comme ça, tu vois là, Sony S-Log3, S-Log2, S-Log et on a du Sony S-Gamut 3 Ciné, Sony S-Gamut, etc. Sony S-Gamut. Tu peux vraiment te faire plaisir grâce à tout ça. Alors moi, j'ai tout désactivé parce que j'utilise pas du tout ça. Donc tu as tout ça déjà intégré, mais tu peux aussi mettre les tiennes. Pourquoi pas, hein. La luminosité, c'est un écran extrêmement lumineux, pensé pour les tournages en extérieur et je te confirme, on voit extrêmement bien avec cet écran-là. Alors oui, plus il est lumineux, plus il consomme de batterie, plus il chauffe aussi, mais c'est pas franchement important parce que tu vas pas coller le moniteur externe à ta joue. Mais voilà, moi j'ai été dehors sous un plein cagnard UV8 pour tourner par exemple mon reportage documentaire sur les phoques de la baie de Somme. L'écran il a tenu toute la journée sans problème. Peut-être qu'il était chaud, c'était pas grave, mais en tout cas on voyait bien ce qu'on était en train de filmer, c'était cool. Le fait de l'incliner comme ça, bah, c'était vraiment top, tu vois. Alors là tu vois, c'est parce que j'ai une grosse batterie, mais sinon tu peux l'incliner encore plus, hein. Ça dépend juste de ton petit outil là, je vais en reparler juste après d'ailleurs. Donc voilà, une luminosité, il est au top du top et tu vois toujours tout. On a aussi du coup deux pas de vis différents, tu vois, le mien il est posé en mode horizontal, mais je peux très bien le poser en mode vertical. Alors je vais te montrer comment faire. Hop, j'ai juste à le dévisser. Et ici en fait sur l'autre côté tu peux le placer en mode vertical et ça c'est plutôt cool. Alors là je l'ai mal vissé, voilà, là il est bien vissé, du coup bah, ça te permet de, si par exemple tu es un créateur sur les réseaux sociaux, TikTok, Reels, Shorts, bah du coup tu peux très bien l'utiliser comme ça, c'est parfait. Et du coup tu en as un qui est de ce côté là et un qui est vers le bas, donc ça c'est cool, tu peux vraiment avoir la configuration que tu veux. Tu n'es pas obligé uniquement de le mettre au-dessus de la caméra, tu peux le mettre sur le côté en mode portrait, ça marche très bien. Moi ça a été une des configurations que j'ai préféré avoir. Tu as aussi en bas quand tu swipes vers le haut, tu as un peu les touches rapides, que ce soit la grille de tiers, les marqueurs, les safety markers, le centre, etc., les marqueurs mat ou un peu les trucs que tu as déjà activés que tu peux personnaliser. Ça peut toujours être cool. Moi, je les utilise quasiment jamais en fait, mais ça peut toujours être utile. Parlons de ce petit accessoire là, c'est le truc Small Rig, c'est simplement une griffe que tu attaches et ensuite c'est un truc en métal, donc très solide. Donc ça c'est cool et du coup bah tu peux vraiment incliner autant que tu veux ton boîtier ou n'importe quoi qui soit fixé simplement à un pas de vis 1/4. Donc c'est un petit truc voilà bonus que j'utilise de la marque Small Rig, tout en métal. Je voulais pas de plastique parce que j'en ai d'autres en plastique, mais c'est simplement pour des petites lumières à la con à 30 €. Mais là tu vois, pour un moniteur externe ou simplement une autre caméra, ce serait hors de question que je mette ça sur un truc en plastique. Là c'est vraiment un truc solide qui est très résistant. Donc voilà, ça peut vraiment être utile dans pas mal de situations à avoir, à acheter, au moins pour commencer à créer des petits setups plus ou moins sympas. On a du coup, là tu vois, on a une boucle HDMI, en fait je balance le signal vidéo de ma caméra à mon moniteur externe, mais du coup avec le HDMI out, on a ce qu'on appelle une boucle, c'est-à-dire que je peux renvoyer le signal sur un autre moniteur externe. Donc quand tu commences à avoir 2 moniteurs, 3 moniteurs, voire même une télé, ou là tu vois, c'est un écran d'ordinateur qui me permet d'enregistrer ma caméra, chose qu'on va reparler tout à l'heure, ça peut être hyper intéressant finalement. Moi c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours, je vais pas te mentir, mais du coup quand tu es sur des grosses productions et que tu as besoin d'avoir, je sais pas, simplement envoyer le flux ailleurs, tu peux l'utiliser avec ce moniteur là. Parlons des batteries. Moi j'ai des grosses batteries, tu vois, ces gros machins là, c'est des grosses batteries, c'est pas les batteries standards finalement. Tu as les batteries standards et moi c'est les plus grosses. J'avais privilégié d'avoir des plus grosses batteries, alors je savais pas du tout combien de temps duraient les petites batteries, mais je me suis dit direct, allez je prends les plus grosses, comme ça je serai tranquille. Et finalement ouais, les plus grosses, tu es vraiment tranquille pendant une journée complète de tournage à pleine puissance. Alors oui, elles vont se vider à fond à la fin, mais c'est pas du tout un souci. Moi j'ai acheté deux batteries. Deux batteries que tu peux balancer sur un port qui se recharge en type C. Voilà, c'est hyper rapide. Et c'est des batteries qui sont, alors la nana, c'est des NPF 960 F 970. Alors là, c'est des batteries qui sont un peu universelles, qui marchent pas uniquement avec ce moniteur là. Tu peux par exemple brancher ces batteries là pour alimenter une lampe, ça c'est plutôt cool, tu vois. Donc si tu as déjà des batteries comme ça, tu peux alimenter plusieurs types d'appareils avec les mêmes batteries, donc ça c'est vraiment cool. Et chose qu'il n'y a pas sur tous les moniteurs externes, c'est que la batterie elle est au centre. Donc quand tu portes voilà ton setup avec le moniteur, déjà ça rajoute du poids. Mais si en plus le poids il est déséquilibré, du coup tu dois un peu plus forcer sur tes muscles que sur ton matériel, ton trépied, etc., c'est pas la meilleure chose. Alors que là il est complètement centré, du coup comment on appelle ça, le centre de gravité il est complètement au centre, il est solide et du coup ça va pas être fatigant, enfin ça va être en tout cas moins fatigant à porter qu'avec un moniteur externe avec une batterie complètement sur le côté. En dessous en fait on a 4 trucs. On
on a la carte SD, on a un casque pour enregistrer, enfin écouter le son. Ça peut toujours être utile, moi j'utilise absolument jamais. Et on a deux prises une de 12 volts et une de 8,4 volts. Je pense que c'est pour alimenter comme ça. Tu alimentes le moniteur et du coup tu peux te passer de la batterie. Alors moi c'est pas du tout quelque chose que j'utilise, je vais toujours fonctionner sur batterie, mais ça vaut le coup de le savoir en tout cas. Et aussi on a la possibilité, alors ça se passe juste ici, d'ajouter un disque SSD derrière du coup pour avoir un enregistrement qui soit fait directement sur le disque SSD et pas la carte SD de ton appareil photo. Alors moi j'ai jamais été fan de ce type de truc, mais en tout cas c'est possible à faire. Et il faut savoir qu'un SSD ça permet aussi d'enregistrer directement l'écran, mais avec du coup tous les paramètres comme tu peux le voir du coup dans cette vidéo là. Attends, je vais te le montrer. Hop, tu vas voir qu'en fait du coup là je peux en fait enregistrer mon écran avec les différents paramètres, et ça c'est plutôt cool quand tu veux montrer un petit peu les backstage. Là tu vois, je peux enregistrer tout mon écran, je peux me montrer moi, tu vois, c'est vraiment cool. Et là on a une boucle infinie, donc voilà, on peut faire ce genre de choses là, à voir si c'est vraiment les trucs les plus intéressants à faire. C'est pas quelque chose que j'utilise, mais en tout cas si tu veux enregistrer ton écran tu pourras le faire si tu n'as pas de SSD, uniquement avec un ordinateur portable derrière, un câble HDMI avec une carte d'acquisition, ou je sais plus trop comment on appelle ça. Du coup c'est les seuls moyens de pouvoir enregistrer ton écran, alors que si par exemple tu avais un Ninja 5, je sais qu'on peut le faire directement via le Ninja 5, d'enregistrer l'écran, et ça peut vraiment être hyper intéressant. Mais après il faut acheter le SSD derrière, donc ça coûte encore plus d'argent. Donc au total pour enregistrer ton écran, tu en avais pour je crois 700 ou 800 euros. Alors que là, bon moi j'en avais besoin juste pour une fois pour la formation sur la 6400, d'enregistrer mon écran pour montrer un peu les paramètres du boîtier, et c'est tout. Donc j'avais pas envie d'investir autant pour quelque chose que j'allais pas forcément utiliser finalement. On a parlé des avantages, on va parler un petit peu quand même des inconvénients. On a en premier le poids. Alors sans batterie c'est 300 grammes, avec batterie tu rajoutes je crois 200 grammes supplémentaires, donc un demi-kilo en plus sur ton setup, ça peut commencer à faire lourd. Alors je parle uniquement pour du run and gun. Ce qui est intéressant avec ça c'est qu'on peut quand même l'emporter sur soi pour du run and gun. Moi j'ai plus différents setups finalement, mais mon setup favori c'est d'avoir une poignée sur la gauche et la poignée supérieure, avec au-dessus la poignée supérieure le moniteur externe. Ça c'est vraiment un setup vraiment intéressant du coup pour le filmmaking, voire même pour la photo. Si on est sur de la photo posée sur trépied, là c'est uniquement avec le moniteur, ça peut être intéressant. Sinon j'utilise jamais pour de la photo en général, je préfère utiliser le petit écran de mon boîtier, ça suffit largement. Sur trépied il faut quand même faire attention à pas avoir un trépied trop fragile en plastique, parce que plus tu vas rajouter des kilos, plus ça va être difficile pour ton trépied d'être stable et d'être en tout cas d'avoir un setup sécurisé. Donc moi tu vois, je suis posé sur une grosse tête, elle suffit largement. Même ma petite tête qui est là-bas, ça suffit largement. Donc faut quand même faire attention par rapport à ça. Deuxième désavantage, c'est pas qu'il surchauffe, mais qui chauffe énormément. En fait là tu vois, si je pose ma main dessus, c'est brûlant, c'est vraiment très très chaud. C'est pas quelque chose, bon tu vas pas te brûler non plus avec ça, mais franchement c'est désagréable tellement c'est chaud. Alors moi je le touche jamais, hein. Finalement si je dois mettre un nouveau paramètre, je le touche un peu et ça me brûle même pas le doigt, donc ça va. Mais par exemple si tu commences à être en plein soleil, moi j'ai déjà utilisé pour faire de la photographie lors d'un meeting aérien, on était en plein soleil, plein cagnard, 33 degrés. Je te jure que le truc, j'avais l'impression qu'il allait commencer à brûler, littéralement brûler avec des flammes à tout moment. Donc j'ai dû mettre un parapluie au moins pour refroidir un peu mon setup. Mais c'est quelque chose qui chauffe assez vite, même s'il y a un radiateur derrière. Radiateur qui d'ailleurs est complètement silencieux, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, c'est au moins quelque chose à savoir. Ça va pas changer tout ton filmmaking, mais c'est quelque chose à savoir. Alors parlons du prix. 290 euros. Et si tu rajoutes les batteries, tu rajoutes 30 ou 40 euros, un truc comme ça, pour 2 batteries. Franchement, ça vaut largement le coup. Ça vaut largement le coup parce que, au moins en avoir un, tu vois, moi quand j'ai décidé d'acheter un moniteur externe, j'ai fait le choix entre le LUT 6 et le Ninja 5, tu vois, pour faire comme tout le monde, pour acheter le dernier truc qui a l'air incroyable finalement. Et finalement, je me suis dit, en fait, je vais jamais utiliser autant de fonctionnalités que j'ai sur le Ninja 5. Déjà que là, j'en ai énormément et que j'utilise peut-être même pas 10% des fonctionnalités du moniteur externe. J'utilise juste les marqueurs et le truc de focus, et c'est tout. Sa principale fonctionnalité, c'est d'avoir un retour écran et d'avoir une grosse luminosité. C'est tout. J'ai pas besoin de plus. Donc franchement, si toi, ton but, c'est d'avoir un retour d'écran et d'avoir quelques fonctionnalités en plus, t'as pas besoin d'aller chercher plus loin. Le LUT 6 il suffit largement, et surtout son principal avantage c'est qu'il est extrêmement lumineux comparé aux autres moniteurs externes, et du coup tu peux l'utiliser dehors. Après le bois
ça va, ça suffit. C'est pas, on va dire, quelque chose de très difficile à porter. 500 grammes en plus, bon, ça fait les muscles et à la fin de la journée, tu auras peut-être un peu les bras, voilà, fatigués, mais c'est pas la fin du monde. Et encore, si tu vraiment du run and gun toute la journée, ça je l'ai déjà fait. Bon, ça suffit. Hein, si t'as pas ton stabilisateur, ça va finalement. Donc voilà. Donc ouais, je conseille vraiment d'acheter au moins un moniteur externe. Si tu demandes si tu dois acheter un moniteur externe, oui. Si tu demandes si tu dois acheter celui-là, moi je te le conseille. J'en ai pas testé d'autres, enfin j'en ai testé un il y a peut-être 3-4 ans, mais c'était un plus petit, moins intéressant, qui était, voilà, je voyais quasiment rien à l'écran, parce que c'était un de mes premiers tournages en extérieur, je voyais quasiment rien à l'écran, alors que avec celui-là, pas de problème, je vois vraiment tout ce que je suis en train de filmer, et ça c'est vraiment top. Et si tu veux, tu vois, je t'ai montré comment enregistrer ton écran, ce que tu voyais, avec ou non les paramètres, imagine les paramètres d'exposition mis en bas. Si tu veux savoir comment on fait ça, tu as juste à m'écrire ça dans les commentaires et je te ferai une petite vidéo là. Donc voilà, grosso modo, pour le Fieldworld Lutte 6, si tu veux l'acheter, il y a un lien d'affiliation dans la description, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir et ça me permet de te faire encore plein de vidéos comme ça. Et puis voilà, je te fais de gros bisous, à très bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!